bienvenue à la conférence intitulée Apprivoiser le déséquilibre. Alors, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je suis souvent à la recherche d'un nouveau défi, une nouvelle occasion de me dépasser. Je suis naturellement attirée par des nouvelles situations et je voulais vous faire part de mon introspection par rapport à ce sujet-là. Alors, j'ai trouvé des réponses. Pourquoi je me mets volontairement en déséquilibre? Alors, je vais vous partager le fruit de ma réflexion. Et comme j'ai voulu inclure le côté entreprise ou organisation, je vais basculer à un moment donné vers comment apprivoiser le déséquilibre dans les entreprises ou dans les organisations. Alors, mon intention, à la fin de la conférence, je serai contente si votre regard envers le déséquilibre est plus positif et si vous êtes plus familier avec la notion de growth mindset. Et si vous avez une meilleure idée de l'utilisation des approches que sont le Lean, le Six Sigma et le Design Thinking pour faire face à un déséquilibre dans votre entreprise ou organisation. Alors, mais avant, prenons le temps de réfléchir à la question suivante. Quel mot vous vient en tête lorsque vous entendez le mot déséquilibre? Probablement que vous avez, comme bien d'autres personnes, une opinion plutôt négative envers le déséquilibre. Alors, ce qu'on apprend à l'école, c'est que le préfixe des ou des est l'absence de ou la cessation. Déjà en partant, c'est négatif. Mais comme j'aime voir la vie sous une perspective différente, je vous invite à me suivre. Ici, on changeait de perspective, justement. Au lieu de voir un 9, on voyait un 6. Ici, on voyait le déséquilibre comme l'ami de l'équilibre. Alors, dans ce petit diagramme, je transfère des équilibres de l'autre côté et je le mets en opposition avec l'inertie, le statu quo ou l'immobilisme. Alors, pourquoi ne pas voir le déséquilibre comme une force motrice, comme quelque chose qui me met en mouvement? Après tout, nos enfants vivent ça tous les jours lorsqu'ils grandissent. Ils se mettent à quatre pattes, ils se mettent debout, ils sont en déséquilibre et c'est de cette façon qu'ils avancent. Alors, je vous invite à regarder un déséquilibre comme étant positif, comme une force motrice. Alors, pour rendre le déséquilibre confortable, il faut se pratiquer. Il faut avoir un point d'appui. Alors, et comme en déséquilibre, notre point d'appui est beaucoup plus restreint, l'objectif, c'est de s'entraîner pour que le point d'appui devienne de plus en plus large. Alors, ici, on se ferait des défis en guise d'entraînement. Après tout, les athlètes passent beaucoup plus de temps en entraînement qu'en situation de jeu, n'est-ce pas? Pourquoi? Bien, les athlètes éduquent leurs muscles à réagir spontanément lorsqu'une situation se présente. Alors, au lieu d'éviter de réfléchir quand la situation se présente, ils se feraient probablement damer le pion. Alors, ils doivent intégrer ça dans leur routine et inculquer cette mémoire-là à leurs muscles pour, le moment venu, être capable de faire la bonne action. Alors, ils pratiquent différents scénarios et ils se préparent autant physiquement que mentalement. Alors, le changement de perspective permet de voir la vie sous un angle différent. Et c'est pour cette raison, excusez-moi, et c'est pour cette raison, moi, aujourd'hui, que je me mets en déséquilibre envers vous, envers cette conférence. Je ne vous le cacherai pas que d'habitude, j'adore faire des conférences en présentiel, être capable de sentir le pouls de la salle, répondre à vos questions, je vous lance des perches, etc. Et en acceptant de faire ces conférences, j'acceptais moi-même de me mettre en déséquilibre puisque c'est une conférence unidirectionnelle, en fait, et je n'ai pas d'audience devant moi, alors j'ai aucune idée si vous comprenez ce que je vous dis. Alors, j'ai plutôt de l'air du petit bonhomme à gauche qui est complètement en déséquilibre sur son fil de fer. Mais graduellement, en faisant ce type de conférence, je deviens plus familière, plus confortable et ressemble plus au monsieur dans l'icône de droite, monsieur, madame. Alors, c'est ce que je vous propose d'entraîner
un entraînement, d'intégrer un entraînement au déséquilibre dans votre quotidien. Alors, comment on fait ça? J'ai découvert dernièrement Carol Dweck, qui est une chercheuse en psychologie sociale à l'université Stanford. Cette dame-là a passé beaucoup de temps à analyser et à comprendre qu'est-ce qui fait que certaines personnes passent à travers certains défis et elle appelait ça le growth mindset. Alors, je vous donne sa référence, vous pouvez aller la voir. En anglais, le growth mindset veut dire, en français, la neuroplasticité. Alors, qu'est-ce que la neuroplasticité? Ça veut dire que le cerveau, contrairement à tout ce qu'on peut penser, est malléable. Donc, tranquillement, en se mettant dans une nouvelle situation, notre cerveau crée des nouveaux chemins. Et au début, c'est plus ardu. Et plus on refait ces chemins-là, plus le cerveau accélère et fait de nouvelles connexions et élimine graduellement les anciennes connexions. Alors, c'est vraiment intéressant qu'est-ce qu'elle a découvert et elle va plus loin dans ses recherches où elle parle surtout des élèves en milieu scolaire. Comment amener l'élève à réaliser une tâche, non pas dans le temps alloué, mais jusqu'à temps qu'il arrive à la fin de la tâche, plutôt que d'évaluer un élève qui doit compléter la tâche dans un temps donné. Alors, si l'élève doit compléter la tâche dans un temps donné, son résultat, par exemple, 75% ou un C, serait sa note finale. Donc, c'est un point d'arrivée. Tandis que donner l'espace à l'élève de compléter sa tâche, même si ça lui prend 2 fois, 3 fois, 4 essais, alors l'enfant intègre que l'effort et la persévérance est payante. Et son premier dépôt n'est pas le point d'arrivée, mais bien le point de départ. Alors, elle appelle ça le now, maintenant, versus yet. Alors, quelqu'un qui n'a pas tout à fait réussi, plutôt que de lui dire now, maintenant, tu as eu un échec, c'est de lui dire continue, tu n'es pas tout à fait rendu. Not yet. Alors, c'est vraiment fascinant. Je vous invite à aller voir ça. Alors, comment on fait ça dans notre vie tous les jours? Je vous donne quelques idées. Par exemple, plutôt que de parler d'un problème, on pourrait dire « Ah, j'ai un défi à relever ». Alors, un défi suppose qu'on se met en action, tandis qu'un problème, c'est un bloquant. J'arrête, je n'avance plus, donc l'inertie. Aussi, d'accueillir le feedback. Pas nécessairement être totalement d'accord avec le feedback, mais de l'accueillir, de l'intégrer et de voir qu'est-ce qui m'appartient là-dedans, plutôt que de simplement entendre la critique et de ne pas y faire une place pour que vous-même fassiez la critique de cette information. Comme je le disais tout à l'heure, de voir une action comme un point de départ et non un point d'arrivée. Alors, on peut faire plusieurs essais pour s'y rendre, plutôt que de le faire une fois, on a échoué et on passe à autre chose. Non, on le fait une fois, on n'est pas arrivé encore, not yet. On doit apprendre certaines choses et continuer à avancer. Donc, s'entraîner à faire de nouvelles connexions. Souvent, ça se fait en étant en contact avec des gens qui pensent différemment. Alors, en étant avec des gens qui pensent différemment, en ayant une ouverture d'esprit, on peut apprendre des choses et créer de nouvelles connexions en s'entraînant à faire des choses qui sont légèrement déséquilibrantes. Et enfin, pardon, de faire preuve de persévérance. Alors, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. OK. Maintenant, en milieu de travail, on fait ça comment? Et c'est là que je bascule dans la conférence de le côté personnel au côté affaires. Peu importe que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez des coachs. Alors, comme vous allez au gym, vous pouvez faire appel à un coach, à moins que vous sachiez comment vous entraîner.
Alors, le coach, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il réduit les risques de faire fausse route et augmente les chances de succès. Alors, au niveau personnel, on peut parler d'un coach familial, un coach personnel, ça peut être travailleur social, un adulte qui a passé par là, un mentor. Et au niveau des entreprises, vite, vite, comme ça, on pourrait parler un coach professionnel aussi, un conseiller stratégique, quelqu'un qui est en amélioration continue, Lean Six Sigma, bref, une personne de confiance avec qui vous pouvez discuter et dont cette personne-là a aussi une expertise à vous apporter. Vous allez sauver du temps et vous entraîner à créer de nouvelles routes dans votre cerveau. Alors maintenant, quand il y a un déséquilibre au niveau de l'entreprise, on peut penser qu'il y a 2 routes à prendre. En fait, il y en aurait 3. Il y a soit le statu quo. Alors, il y a un déséquilibre, je fige, je suis en statu quo. Je peux faire de l'amélioration continue. Donc, c'est une petite démarche, une démarche plus près de votre réalité et itérative et tranquillement, vous allez reprendre le dessus si vous n'êtes pas trop loin de la cible. Ou vous pouvez aller en innovation. Innovation pour 2 raisons. Soit que le point de rupture est atteint et qu'avec votre processus ou vos produits actuels, vous n'y arrivez plus à satisfaire votre client, ou vous avez simplement envie de vous lancer un défi. Alors, il y en a des entreprises comme ça. On considère qu'environ 10% de la population est prêt à se lancer un défi de taille demain matin, sans trop y penser. C'est naturel chez eux. Et un 10% de la population qui aime bien le statu quo. Alors, eux, le moins de changements, c'est le mieux. Alors, vous êtes probablement dans la catégorie des gens du 80%, peut-être quelques-uns d'entre vous dans le 10%. Moi, en tout cas, je suis dans le 10%. J'aime me mettre en déséquilibre et apprendre de nouvelles choses et j'embarque volontiers dans des défis. J'ai créé un petit diagramme qui pourrait vous aider à y voir plus clair entre l'amélioration continue et l'innovation. Et ce diagramme-là vous place 3 approches que moi j'aime bien, qui est soit le Lean, le Six Sigma ou le Design Thinking. Alors, contrairement à ce qu'on peut penser, le Lean Six Sigma n'est pas une seule et même approche, c'est 2 façons de voir qui se complémentent tellement bien qu'on forme des gens en Lean Six Sigma. Donc, mais bon, assez à ce moment-ci de ces explications-là. Alors, en tant qu'entreprise, vous avez un déséquilibre. Voici, moi, comment j'interviens. Je pose la première question. Est-ce que vous avez un produit ou un service en place? Et si la réponse est oui, je pose la question, est-ce que vos utilisateurs ou vos clients sont généralement contents? Si la réponse est oui, alors je conseille d'aller en amélioration continue, donc de regarder la portion Lean de l'approche Lean Six Sigma. Et je vais vous expliquer dans le prochain diagramme que veut dire exactement le Lean. Alors, je poursuis. Je demande, vos utilisateurs sont-ils généralement contents? Si la réponse est plus ou moins, alors je vais probablement vous recommander l'approche en amélioration continue en intégrant le Six Sigma au Lean. Alors, le Six Sigma, comme le Lean, je vais vous expliquer plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Et finalement, si vous me dites non, on atteint vraiment un point de rupture, ça ne fonctionne pas, on a vraiment besoin de regarder les choses autrement. Alors, mais vous avez un produit et un service en place, probablement que je vais vous recommander la transformation, donc un changement de plus grande envergure en utilisant 3 approches, soit le Lean, le Six Sigma ou le Design Thinking. Alors, il y a une belle complémentarité ici et on pourrait même utiliser l'approche agile
que je n'aborde pas dans cette conférence, mais qui pourraient aider à passer à l'action. Finalement, est-ce que vous avez un produit ou un service en place? Si la réponse est non, alors c'est tout indiqué pour aller en innovation. Donc, l'innovation avec le design thinking permet de produire un nouveau produit ou un nouveau service. Et parfois, certaines entreprises disent, bien que j'ai un service ou un produit en place, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus que je peux faire, il y a une opportunité, je ne sais pas comment m'y prendre. Alors, pour créer ce déséquilibre, qui est plus une approche intrinsèque, donc l'entreprise, bien qu'elle ait un service ou un produit en place, désire aller ailleurs. Alors, l'approche en innovation, en design thinking est tout à fait indiquée dans ce sens. Alors, tel que promis, voilà. Pardon. Alors, le Lean Six Sigma, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est deux approches qu'on a mis ensemble et qui se complémentent très, très bien. Alors ici, je vous fais un petit diagramme. Alors, à sa plus simple expression, le Lean Six Sigma, je veux rendre cette image-là la plus simple possible. Alors, on s'imagine quelqu'un qui va au café et qui donne sa commande. La prochaine étape est de payer. Ensuite, quelqu'un prépare la commande et je reçois ma commande. Mon café. Alors, le pointillé que vous voyez est la jonction, le point de jonction entre le Lean et le Six Sigma. Alors, je m'explique. Le Lean est une méthodologie où on regarde à l'intérieur de l'organisation, de son point de vue, comment elle fait les choses et on essaie de réduire au maximum le gaspillage. Quand on parle de gaspillage, il y a vraiment 8 modes de gaspillage, mais rapidement, on peut parler de temps, argent, déplacement, utiliser toute l'intelligence qui existe au sein de l'organisation à bon escient. Bref, il y a 8 sources de gaspillage et c'est de voir comment on peut faire la même chose avec le moins d'efforts possible. Alors, une approche centrée sur le côté paresseux positif. Alors, de l'autre côté, c'est le Six Sigma. Six Sigma est une mesure statistique, mathématique, qui mesure le niveau de défaut. Alors, qui mesure le niveau de défaut? C'est la satisfaction du client. Alors, du point de vue du client, on va voir, est-ce que, par exemple, le client a demandé un café 2 crèmes moyen? Alors, à son arrivée, il s'attend à avoir un café 2 crèmes moyen à une bonne chaleur. Il n'a pas attendu trop longtemps. Alors, c'est les critères d'acceptation du client. Six Sigma, point de vue client, Lean, point de vue de l'organisation. Alors, si vous dites que précédemment, vous vous souvenez le diagramme, si le client se dit satisfait, alors on n'a pas tant besoin d'aller dans le Six Sigma, de mesurer ou de revoir les défauts au niveau du client. On a besoin de rester du côté gauche, c'est-à-dire de point de vue de l'organisation. Si mon client est plus ou moins satisfait, alors je vais prendre le Lean et le Six Sigma. Si mon client n'est pas du tout satisfait, alors on va utiliser le Lean, le Six Sigma et le Design Thinking qui s'en vient. Mais qu'est-ce que le Design Thinking? Le Design Thinking a sa plus simple expression. C'est la capacité de concevoir de façon créative un nouveau produit ou service basé sur les besoins de l'utilisateur final. C'est souvent un processus de co-création impliquant des retours sur l'utilisation finale. Donc, en d'autres termes, c'est d'être capable de regarder l'humain, de l'observer et de comprendre quelle est sa quête, qu'est-ce qu'il cherche à réaliser et d'arriver avec un nouveau produit ou service qui existe peu ou n'existe pas. Alors, il y a probablement 50 ans, je vous donne un exemple, quelqu'un chez lui, dans sa maison, a un café bien chaud dans une tasse et il doit partir au travail. Il faut qu'il embarque dans sa voiture et réalise que son café, il devient froid, il peut en reverser sur lui.
il n'y a pas de place dans sa voiture pour l'installer. Et quelqu'un en design thinking, un designer, aurait observé ça et aurait créé la tasse isothermique qui permet de garder le café chaud en sécurité avec un couvercle aussi qui rentre dans la voiture. Alors, c'était un nouveau produit à ce moment-là et probablement qu'il l'a développé en faisant du design thinking, ce qu'on appelle une invention ou une innovation. Ici, dans le tableau, je vous résume les 3 approches. Alors, si vous voulez y retourner, vous allez avoir accès à la présentation. Enfin, je vous amène à ce petit modèle qui a été créé par le Boston Group. Alors, le Boston Group émet un diagramme de cette façon-là qui explique les intentions des organisations qui veulent innover. Alors, si l'innovation est quelque chose qui vous intéresse, mais vous ne savez pas dans quel type d'innovation vous lancez, ce diagramme vous aidera. Alors, j'ai mis le lien pour ce diagramme et ça explique, entre autres, si vous êtes un créateur. Donc, en tant qu'organisation, vous créez de nouvelles choses, vous êtes à l'avant-plan. Alors, vous allez voir le descriptif et ça peut vous donner des pistes pour vous aider à faire face au déséquilibre et à mettre des stratégies en place qui vous permettent de continuer d'être un créateur. Par exemple, Defender, qui est l'avant-dernier. Le Defender, c'est une entreprise qui ne veut pas être la première. Elle ne veut pas non plus être ce qu'on appelle un suiveur ou le fast follower, mais c'est quelqu'un qui va réagir plus en défensive. Un peu comme aux échecs, au lieu de passer à l'attaque, on va réagir en défensive et c'est cette façon de rester dans la course à l'innovation. Bref, j'en parle pas beaucoup lors de ces conférences puisque c'est un sujet assez dense, mais je vous mets quand même le lien. Si vous êtes dans les 10% des gens curieux, intéressés, qui ont envie de passer à l'action, je vous assure que c'est une documentation fort intéressante. Et aussi, je vous donne les références pour Carol Dweck, qui est la chercheuse en psychosocial. Je vous laisse aussi une petite vidéo qui dure 2 minutes qui explique qu'est-ce que la neuroplasticité et ensuite le modèle du BC Group qui vous permet de regarder les différents modèles d'innovation. Et sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir permis de me mettre en déséquilibre. Je vous avoue que ce n'est pas nécessairement confortable de faire une conférence devant personne, mais j'espère que vous m'enverrez de l'énergie par les voies électroniques et vous me dites comment vous avez trouvé ces conférences et si vous aimeriez que j'aborde d'autres sujets. Alors, bonne journée à tous.